Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons donc pour une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, puisque comme le titre l'indique, aujourd'hui je vais vous proposer une masterclass, c'est-à-dire une vidéo longue où je vais entrer un petit peu plus dans les détails, dans mes explications par rapport à d'habitude, et puis surtout où je vais vous proposer des pistes d'action concrètes pour mieux vous soutenir face à la maladie et donc pour mieux faire face à vos difficultés au quotidien. Donc cette vidéo est un contenu exclusif qui sort en avant-première pour les personnes qui sont inscrites sur le site et qui reçoivent mes articles par mail. Donc si vous n'êtes pas inscrit et que vous voulez vous inscrire pour recevoir des contenus inédits, c'est ici. Dans cette vidéo, je vous propose un plan d'action à mettre en place sur le long terme avec 8 étapes pour vous aider à mieux faire face à la maladie et également un plan d'action pour les moments d'urgence, les moments où vous vous sentez très symptomatique. Avant d'entrer dans le vif du sujet de la vidéo de la masterclass d'aujourd'hui, je veux vous refaire rapidement une précision. Même si je parle de plan d'action, je vais surtout vous partager des grands principes. Je vais vous donner des pistes concrètes, certes, mais pistes que vous devez adapter à vous, voir si cela fonctionne pour vous, voir quelle pratique vous permet de mettre en place le grand principe que je vous aurai énoncé au préalable pour pouvoir vraiment implémenter ces pratiques dans votre vie quotidienne. C'est pour cela que cette vidéo elle se veut pratique, mais que j'ai intégré également une partie théorique pour bien que vous puissiez comprendre le pourquoi de chaque étape du plan d'action et puis que vous puissiez vous le réapproprier, peut-être mettre d'autres choses en place parce qu'en fonction de qui on est, quelque chose qui va aider quelqu'un, un outil qui va aider quelqu'un peut aggraver une autre personne et de même en fonction des moments de vie et vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure de la vidéo, certaines pratiques peuvent vous aider ou au contraire vous aggraver. Donc vraiment, gardez toujours à l'esprit qu'il y a plein de façons de faire ce que je vais vous partager aujourd'hui, que moi je vous partage juste quelques petites pistes liées à mon expérience personnelle, à ce qui fonctionne pour moi et puis à ce que je vois qui fonctionne bien sur certaines personnes, mais que si à un moment donné vous essayez quelque chose et que cette pratique vous aggrave, vous met mal à l'aise, de surtout pas continuer seul, déjà idéalement de vous faire accompagner par un professionnel parce que quelquefois aussi ce n'est pas lié à l'outil mais c'est normal que ça active des choses et il faut que vous puissiez avoir assez de ressources en vous finalement pour vous aider à intégrer tout ce qui vient d'être activé, à le processer. Et ça, c'est vraiment utile de pouvoir se faire accompagner dans ce cadre-là. Donc toujours, si vous le pouvez, vous faire accompagner d'un professionnel, d'un psychothérapeute pour vous accompagner dans ce cheminement-là et dans toute cette tempête émotionnelle qui peut émerger quelquefois. Alors peut-être que certains d'entre vous arrivé sur cette vidéo par rapport à l'ancienne vidéo que j'ai faite, la dernière vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne YouTube, qui répondait à la question comment reprendre le contrôle face à la maladie. Et peut-être vous êtes inscrit sur mon site juste après avoir vu cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vous expliquais les stratégies qu'on utilisait en général pour nous soulager face aux symptômes. Des stratégies qui finalement pouvaient être aidantes sur le court terme parce qu'elles nous soulageaient face à la détresse que l'on ressentait face aux symptômes, mais qui sur le long terme n'étaient pas forcément aidantes, parce que elles pouvaient amener à activer encore plus une boucle de stress de manière de plus en plus forte à chaque poussée de symptômes, à chaque crise. Et je vous avais expliqué qu'au lieu de cibler directement finalement les symptômes qui n'étaient pas forcément en votre contrôle, en votre pouvoir de contrôler en tout cas dans l'instant, si vous n'avez pas de médication efficace, idéalement il fallait mieux utiliser une stratégie qui était non pas centrée sur la résolution de problème, donc la résolution du symptôme. Si vous n'avez pas trouvé de solution au préalable pour résoudre ce symptôme, il y a peu de chances que vous la trouviez à ce moment-là, au moment de la crise, mais plutôt de choisir une stratégie qui serait plus orientée sur les émotions. Une stratégie centrée sur les émotions. Et que c'est en apprenant à être avec ces émotions qui peuvent être quelquefois difficiles au lieu d'essayer de les faire taire, de s'en distraire ou autre, que vous alliez gagner en flexibilité et donc en pouvoir d'agir face à ce qui vous arrive, face à la maladie. Et que vous alliez pouvoir libérer de l'espace, finalement, un espace qui pourrait être utilisé, de l'énergie qui pourrait être utilisée pour votre corps pour retrouver cet équilibre plus rapidement et pour donc vous sentir mieux, déjà psychiquement, émotionnellement, mais aussi
quelquefois physiquement. Et enfin, je vous avais dit que pour mieux réguler vos émotions, je vous avais parlé de l'importance d'acquérir de nouvelles compétences. Et ces compétences, c'était de pouvoir être avec ce qui est difficile, de pouvoir trouver comment se soutenir, de pouvoir trouver comment être sa propre ressource et comment générer de la sécurité à l'intérieur de soi, peu importe les épreuves que l'on traverse, peu importe les sentiments, les émotions qui nous traverse. Et mon plan d'action aujourd'hui, il a justement cet objectif de vous permettre de voir comment vous pouvez développer ces compétences d'être avec pour justement pouvoir plus rapidement sortir des crises et surtout pour voir à terme sortir du cercle vicieux de j'ai un symptôme qui est, enfin des symptômes extrêmement forts, par exemple on va prendre les douleurs, mon cerveau perçoit ça comme une menace, donc il va créer une alarme de plus en plus forte et il va devenir de plus en plus fort pour détecter ce symptôme et donc il va activer par le biais de mon amygdale, il va envoyer le signal qu'il y a un danger. L'hypothalamus va activer tout un cocktail biochimique de réponse au stress qui va encore plus m'éloigner de l'équilibre puisque la problématique finalement n'était pas en soi dangereuse, elle était extrêmement désagréable, extrêmement difficile, mais la douleur n'est que le signal. Et au final, on est dans un cercle vicieux qui finalement va de plus en plus, par exemple pour la douleur, nous sensibiliser à la douleur et à un moment donné, il faut être amené à pouvoir casser ce cercle vicieux. Et où on le casse? On le casse au moment où, quand les émotions arrivent et que les émotions sont trop fortes, on apprend à être avec ses émotions. On apprend à accueillir ses émotions au lieu d'y résister. Mais ça, c'est compliqué à faire. C'est compliqué à faire parce que ce sont des compétences qu'on n'a pas forcément appris. On a plus appris à se détourner de ce qui était désagréable ou à résoudre le problème et tant mieux, le cerveau est fait pour ça, pour ne pas rester dans l'inconfort, mais quand on est dans une situation où on n'a pas de contrôle sur ce qui est en train de nous arriver, eh bien cette stratégie elle n'est pas utile. Et ces compétences qu'on va devoir acquérir finalement, c'est comme des petites graines qui sont déjà en nous, des petites graines qui peuvent vous aider à traverser tous ces moments difficiles, mais qui n'ont pas forcément eu l'espace nécessaire ou la possibilité de grandir, ou peut-être l'environnement pour le faire. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément appris à être avec ce qui est difficile, puisque vous n'avez peut-être pas rencontré dans votre vie de situation qui vous mettait dans cette perte de repères aussi intense et cette perte de contrôle, ou alors vous avez vécu des choses dans votre passé, dans votre enfance, je pense particulièrement des traumatismes, des problématiques d'attachement ou autres, où à un moment donné vous avez trouvé certaines stratégies pour faire face qui fonctionnaient à ce moment-là, que vous réutilisez tout de suite, mais qui ne sont plus adaptés à ce que vous êtes en train de vivre. Et vous n'avez pas eu l'espace d'apprendre à être avec, d'apprendre comment être votre propre ressource, d'apprendre comment faire grandir cette petite graine pour qu'elle s'épanouisse, qu'elle devienne une jolie plante, une belle fleur, qui puisse vous aider dans les moments difficiles à rester centré, à rester ancré, à rester présent avec ce qui est difficile le temps que ça passe. Et pour que justement ça génère moins de stress et que vous n'ayez pas toujours cette boucle de stress qui est actif, aussi bien physiologique, mais qui est renforcé par un stress émotionnel et psychique, et qui fait que votre corps est toujours en déséquilibre. Donc aujourd'hui, première chose, je veux vous dire que ce plan d'action en 8 étapes que je vais vous proposer, c'est un plan d'action qui prend du temps à mettre en place. C'est un plan d'action qui demande de l'engagement. Parce que acquérir des nouvelles compétences, eh bien ça prend du temps, ça demande de la répétition, pour que les chemins cérébraux se reconfigurent différemment, pour que le câblage neurologique change. Et c'est vrai que peut-être vous allez rencontrer des résistances à chercher à changer à ce niveau-là, parce que votre cerveau va prendre des chemins qui sont connus. Parce que même si c'est désagréable, votre cerveau il va préférer le familier, ça va plus se sentir en sécurité pour lui. Mais là ce que je vous propose, c'est vraiment un changement de perspective, c'est-à-dire de passer de « je recherche » un soulagement immédiat pour ne plus sentir ce que je ressens, à j'apprends, je construis, je prends le temps avec les outils que je vais mettre en place d'apprendre à être présent pour me soutenir à travers ça, pour être présent avec ce qui est difficile et pour continuer à avancer malgré ce qui est difficile. C'est vraiment un changement de focale et bien sûr, et c'est pour ça que je vais vous proposer un plan d'action également à la fin pour les moments difficiles, ce n'est pas un plan d'action qui va se mettre en place au moment des crises. C'est vraiment quelque chose, une pratique à faire au quotidien, à garder en tête
pour pouvoir finalement construire cette compétence et faire grandir cette petite graine qui vraiment va vous aider dans les moments difficiles. Et pourquoi on va cibler les émotions? Pourquoi on va essayer de trouver une meilleure régulation émotionnelle en cherchant à être présent avec ce qui émerge au niveau de nos sensations et de nos émotions? Parce que tout ce qui touche à notre régulation émotionnelle est très lié à notre régulation physiologique. Le système nerveux, malgré le fait qu'aujourd'hui dans la médecine actuelle tout est scindé, tout est lié en nous, tout est intégré, tout fonctionne ensemble. Et le système nerveux particulièrement va avoir cet impact à la fois de jouer sur la régulation de nos processus physiologique, mais également sur la régulation de nos processus psychiques et émotionnels. Donc ce qu'on va chercher dans un premier temps, c'est à avoir une meilleure régulation émotionnelle. Une régulation émotionnelle qui va nous permettre de soutenir notre santé et de soutenir aussi bien notre santé mentale, au niveau psychique, que notre santé physique, puisque une meilleure régulation de votre système nerveux va impacter également un meilleur retour à l'équilibre, la capacité à s'apaiser, la capacité à apaiser votre physiologie, la capacité à mettre en place des changements biochimiques qui vont soutenir la récupération, la guérison, la régénération de nouvelles cellules, etc., etc. Donc rentrons dans le vif du sujet, dans ce plan d'action à mettre en place, dans ces étapes pour faire pousser ces petites graines, pour déployer ces petites graines en vous qui vont vous aider à créer des ressources, à vous soutenir et à mieux réguler, à mieux vous réguler, à acquérir des capacités d'autorégulation plus importantes. L'idée, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de garder le grand principe et après sur le plan d'action vous adapter. Vous pouvez piocher dans ce que je vous partage, mais également vous pouvez aller chercher d'autres ressources. L'objectif, c'est de pouvoir répondre à ce grand principe. Le premier grand principe que j'ai moi identifié, c'est vraiment d'acquérir des connaissances pour pouvoir devenir acteur de votre santé, de ce qui se passe en vous. Parce que la première compétence pour moi, c'est vraiment cette acquisition de connaissances qui va nous permettre finalement de relier ce qu'on vit à comment fonctionne notre physiologie et notre psychisme et de pouvoir par ce biais-là s'apaiser, en tout cas de se sentir plus en sécurité et de cheminer petit à petit vers l'acceptation de ce qu'on est en train de vivre dans l'instant. C'est en fait pour moi un moyen de retrouver entre guillemets du contrôle et de valider ce que je ressens comme étant normal. Et c'est un moyen donc d'arrêter d'y résister et de me dire que je ne devrais plus ressentir ça. Parce que la première étape avant de mettre en place quoi que ce soit, c'est vraiment d'accepter. Et je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard avec une partie un petit peu plus théorique. Donc première étape, acquérir les connaissances pour vraiment comprendre ce qui est en train de se passer en vous. Je suis sûre que vous le faites déjà au niveau médical et ça vous paraît logique pour pouvoir vraiment comprendre pourquoi on vous propose tel ou tel protocole, pourquoi vous allez utiliser telle ou telle médication, mais là je vais vous proposer de voir les choses de manière un peu plus globale pour vraiment pouvoir comprendre de manière plus globale ce qui est en train de se passer et vraiment ce lien justement entre votre psychisme et votre corps. Parce que si on reprend mon idée de la petite graine qu'il faudrait faire grandir, si vous arrivez, que vous avez un jardin en friche, que vous voulez en faire un beau jardin, et que vous savez pas par où commencer, pas quoi faire, que vous dites je vais jeter la petite graine au milieu, puis bon je vais l'arroser, elle poussera bien, il y a peu de chances qu'elle pousse. Dans un premier temps, il faut déjà acquérir des connaissances, peut-être en botanique, peut-être en jardinage ou je ne sais quoi, mais des connaissances pour comprendre comment la petite graine, de quoi elle a besoin pour pousser, comprendre ce qui est en train de se passer sur ce terrain en friche également, ça on en parlera après, donc vous allez prendre des livres, vous allez regarder des vidéos sur la botanique, sur l'horticulture, voilà, l'idée c'est déjà de voir comment les choses fonctionnent, comment les plantes interagissent entre elles pour déjà pouvoir avoir une meilleure vision globale de la situation, de là où vous en êtes. Et là, dans mon idée d'acquérir des connaissances sur vraiment votre fonctionnement global, sur le système nerveux, c'est vraiment, et c'est vraiment l'objectif de ce que je partage dans Glyph Factory, de comprendre pourquoi vous allez mettre en place chaque étape. De comprendre ce qui se passe finalement en vous, non pas pour résoudre le problème et reprendre le contrôle et de nouveau se refiger, comme je disais dans l'autre vidéo, dans une stratégie, mais bien pour accepter le point de départ de ce que vous êtes en train de vivre là, et comprendre que ce que vous ressentez tout de suite, c'est normal, c'est logique, vous n'avez pas à lutter contre ça, c'est une réaction normale de votre physiologie par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et le deuxième grand principe, une fois que vous aurez
acquéri ces connaissances, on va dire générales, c'est vraiment une phase d'observation. D'observer sans chercher à changer. D'observer ce qu'il se passe en vous. Cette phase d'observation, elle va avoir 3 étapes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai organisée. La première étape, ça va être de mieux se connaître. Mais mieux se connaître, non pas pour se juger, pour se voir comme un problème ou quelque chose à réparer, mais vraiment observer comment vous fonctionnez vous. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette posture d'observation sans jugement, sans forcément d'analyse tout de suite, même si vous pouvez plus tard utiliser ce matériel avec un psychothérapeute pour vous aider à mieux comprendre si vous rencontrez beaucoup de résistance, mais vraiment de vous poser pour voir ce qui se passe pour vous. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un moment qui est peut-être difficile pour vous, de vous asseoir avec vous-même, de prendre un papier et un crayon et de noter ce que vous ressentez, de noter ce qui se passe, de vraiment accueillir les choses avec curiosité, de voir ce qui émerge, et puis plus tard de voir si vous retrouvez toujours le même type de fonctionnement. C'est-à-dire, est-ce que j'ai toujours la même façon de penser quand je suis pas bien? Est-ce que j'ai tendance à agir toujours de la même manière? Est-ce que j'ai tendance, par exemple, à toujours me dévaloriser? Est-ce que j'ai tendance à me dire que c'est de ma faute? Est-ce que j'ai tendance à me dire que c'est de la faute de mon entourage qui devrait plus me soutenir? Est-ce que j'ai tendance à me mettre en colère et à être agressif? Est-ce que j'ai tendance à vouloir m'isoler? Est-ce que j'ai tendance à pleurer? Voilà, qu'est-ce qui se passe en vous quand vous vous retrouvez dans ces moments difficiles? Vraiment, on est dans une phase d'observation. On cherche pas à se changer, on cherche pas à se dire que ce qui émerge est un problème. On voit ce qui se passe en soi, et pour une fois, au lieu d'être dans la réactivité et d'entretenir ces schémas-là où on va se dire c'est pas normal, je suis triste, je vais essayer d'être positif, etc. Non, on prend le temps, on prend 10 minutes pour se poser avec soi-même. Bon, si vous faites de la méditation ou de la pleine conscience, peut-être que vous le faites déjà. Mais souvent, on le fait pas forcément. Pourquoi c'est important selon moi de le faire? Déjà parce que ça vous donne une meilleure connaissance de vous, et surtout parce que la deuxième étape de ce principe, donc finalement notre 3e étape dans notre plan d'action, ça va être d'identifier vos mécanismes de protection, de distinguer ce qui émerge de vous, de qui vous êtes vraiment au fond de vous et de ce qui vous avez choisi d'être et de faire, de schémas de protection, comme je vous disais, prêts à agir, prêts à penser, qui s'activent automatiquement. Et pareil, on ne va pas porter de jugement là-dessus. L'idée, c'est vraiment d'essayer de se décoller un peu, de prendre un petit peu de recul et, de défusionner, d'essayer de voir ce qui est de moi, vraiment, ou ce qui est d'une partie de moi qui essaye de me protéger parce que c'est trop difficile. Par exemple, j'ai tendance à envoyer les gens bouler, à être agressif dès que je suis pas bien, parce que l'autre m'agresse et que c'est un moyen de me protéger et de mettre l'autre à distance. J'ai tendance à m'isoler parce que c'est un moyen de mettre l'autre à distance et de retrouver du calme et de retrouver de l'apaisement. Ou un mécanisme de protection, ça peut être, je m'écoute pas, je me dis que je suis un warrior, que je suis un battant et j'avance malgré tout et j'écoute jamais mes limites. Je peux aller jusqu'au burn-out complet parce que pour moi, m'arrêter, c'est trop insécure. M'arrêter avec ce que je suis en train de ressentir, c'est trop difficile. Donc pour me protéger, je me remplis ma journée d'une to-do list pour ne pas penser à ce que je suis en train de vivre ou ressentir. Donc il y a plein de schémas comme ça que vous pouvez avoir qui sont des mécanismes de protection. Et l'idée, alors c'est pas toujours simple, mais c'est déjà de les identifier. Idéalement, vraiment, comme je vous répète toujours, l'idéal c'est de se faire accompagner et d'aller voir un psychothérapeute pour pouvoir identifier ces schémas-là et s'aider dans un second temps à voir comment on peut agir différemment et retrouver le pouvoir d'agir en dehors de ces mécanismes de protection. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que ces mécanismes de protection, il ne sert à rien de lutter directement contre, de résister et de vouloir à tout prix changer, parce que ce comportement-là, ce prêt à agir, ce prêt à penser, c'est quelque chose qui s'est construit parce que ça remplit une fonction, parce que ça répond à un besoin. Et souvent, le besoin, c'est de vous remettre en sécurité, c'est de retrouver de la sécurité. Et tant que vous n'êtes pas en sécurité, vous pourrez bien faire tout ce que vous voulez, ce schéma, il va avoir tendance à se proposer automatiquement, à se mettre en place automatiquement, plus que se proposer d'ailleurs, pour
pour avoir un moyen de vous remettre en sécurité parce que vous n'en avez pas d'autre actuellement. D'où le fait de faire grandir cette petite graine justement pour pouvoir faire grandir les ressources en vous et ne plus avoir à activer ces moyens de protection-là qui peuvent être vraiment nocifs sur le long terme pour vous. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi j'ai appelé ça une masterclass, parce que là je vais vous faire un petit aparté théorique, parce que je pense que pour pouvoir mettre des choses en place, il faut déjà bien comprendre ce qui est en train de se jouer. Vous pouvez le savoir que vous avez besoin d'être là pour vous soutenir, mais en vous expliquant la partie théorique, vous allez avoir une vision beaucoup plus globale qui va vous motiver encore plus à pouvoir tenir ces engagements sur le long terme, de pouvoir mettre de nouvelles choses en place. Pour ça, je vais faire un petit détour par ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. Je vais vous expliquer ce concept de fenêtre de tolérance. Alors, je vous en ai déjà parlé, je crois, dans 2 épisodes du podcast. Si vous voulez aller les voir, je vous mettrai en lien de description ou là-haut. J'ai également fait des articles sur le sujet. Là, je vais rentrer encore plus dans le détail. Pour l'instant, je ne l'avais pas fait parce que je voulais pas être trop théorique. Vous inquiétez pas, c'est pas de la théorie compliquée, je vais vous simplifier tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre les principes derrière les actions que je vous propose. Donc la fenêtre de tolérance, déjà, c'est quoi? La fenêtre de tolérance, c'est un concept qui a été créé il y a plus d'une 20aine d'années par Dan Siegel, qui a modéliser finalement par ce concept de fenêtre de tolérance la zone d'activation optimale dans notre cerveau pour qu'on soit vraiment en capacité de traiter, de processer, d'intégrer l'ensemble des stimulations, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui vient de notre environnement et aussi qu'on puisse agir dans notre environnement, nous adapter à notre environnement et faire ce qu'on a décidé de faire sans que ça perturbe le bon fonctionnement de notre corps et de notre psyché. C'est vraiment ce qui va permettre dans cette fenêtre de tolérance, quand on est dans cette fenêtre de tolérance, de pouvoir, tenez, je vais vous mettre un petit schéma, de pouvoir fonctionner de manière régulée. C'est-à-dire que comme vous le voyez sur le schéma, on va avoir des phases d'activation, c'est-à-dire des phases où notre physiologie va mobiliser plus d'énergie parce que par rapport à ce qu'on est en train de faire dans la journée, c'est nécessaire. Et après, on va avoir des phases où notre physiologie va se calmer. Et on va être toujours dans cette vague. Et cette vague, elle va toujours rester, comme vous le voyez sur le schéma, à l'intérieur de la fenêtre de tolérance. C'est-à-dire, on va pouvoir s'activer sans se sentir stressé, on va pouvoir se calmer sans s'écrouler de fatigue. Et ça, c'est possible grâce, et là je reviens sur le nerf vague dont je vous parle tout le temps, si vous ne connaissez rien au nerf vague, je vous laisse aller voir la vidéo où j'ai parlé du nerf vague, ça va être possible grâce à la régulation de notre système nerveux autonome et principalement à une partie de notre nerf vague qui va nous permettre d'avoir une espèce de pédale de frein où en ôtant le pied de notre pédale de frein, on va pouvoir s'activer et en appuyant, on va pouvoir se calmer mais plus doucement. Et on va pouvoir être toujours dans cette vague-là et du coup faire nos journées sans avoir à réfléchir au fait de est-ce qu'on va avoir de l'énergie ou est-ce qu'on va pas avoir de l'énergie. Et là, je pense que ça fait écho. Vous dites peut-être, si vous vivez avec une maladie chronique, c'est probable. Moi, je suis obligée de réfléchir quand même à tout ce que je dois mettre en place dans ma journée parce que je suis souvent fatiguée ou parce que j'ai pas forcément l'énergie toute la journée ou parce que j'ai des symptômes qui sont tellement forts, ça prend tellement d'espace que je peux pas faire tout ce que j'ai envie de faire. Et bien, si on repart sur ce concept de fenêtre de tolérance, il a été montré que quand on vivait avec une maladie chronique ou dans plein d'autres contextes, la fenêtre de tolérance pouvait être réduite. Elle pouvait être réduite parce que, tout simplement, on est quelqu'un qui, initialement, a une fenêtre de tolérance qui est un petit peu plus réduite. Et là, on peut retrouver les gens qui s'auto-diagnostiquent entre guillemets hypersensibles. C'est souvent des gens qui ont une fenêtre de tolérance un peu plus réduite. On peut avoir une fenêtre de tolérance qui est assez réduite parce que on a vécu ce qu'on appelle des ACE dans l'enfance. Pareil, je vous remettrai la vidéo ici où je parle des ACE, c'est-à-dire on a vécu des traumatismes répétés dans l'enfance et cela a impacté notre fenêtre de tolérance directement puisque on n'a jamais pu construire finalement assez de ressources pour agrandir notre fenêtre de tolérance. Les traumas simples ou les traumas complexes du coup agissent sur cette fenêtre de tolérance, le style d'attachement et le fait de vivre avec une maladie chronique impacte également la fenêtre de tolérance. Ça a été montré par pas mal d'études avec la variabilité de la fréquence cardiaque. Pareil, je ne rentre pas dans les détails, allez voir la vidéo sur le nerf vague où je vous parle de tout ça, où on a vu que la variabilité de la fréquence cardiaque était impactée quand on vit avec une maladie chronique. Donc, toutes ces situations en fait vont réduire la fenêtre de tolérance et plus la fenêtre de tolérance est réduite, plus on aura du mal à supporter,
à tolérer l'augmentation de l'activation. L'activation, c'est quoi? C'est toutes les stimulations qu'on peut recevoir dans la journée, de l'extérieur, mais également de l'intérieur. Et donc, plus on aura du mal à traiter et à intégrer toutes les informations. Et je pense que vous voyez un petit peu à quoi ça fait référence, c'est-à-dire quand on se sent dans ce brouillard mental où on n'arrive plus à réfléchir, quand quelqu'un vous parle et que vous avez l'impression qu'il vous agresse parce que c'est trop, quand il y a la musique et quelqu'un vous parle en même temps, vous n'êtes pas capable de faire les deux choses en même temps, quand les sons sont beaucoup plus forts et que vous avez une hypersensibilité sensorielle, pareil, j'ai fait un article dessus, allez le voir, souvent tout cela est lié au fait que vous êtes sorti de votre fenêtre de tolérance et que votre cerveau n'arrive plus à processer, à traiter toutes ces informations. Et ça, c'est compliqué à expliquer à quelqu'un qui ne le vit pas. Parce que quelqu'un qui est dans sa fenêtre de tolérance est capable de s'adapter à tous les stimuli extérieurs sans même y penser. Alors que quand on est en dehors de sa fenêtre de tolérance, eh bien tout ceci, toutes les stimulations vont commencer à être perçues comme des menaces par votre cerveau et donc par votre corps également. Et la problématique vient du fait que votre corps, il va réagir à ces menaces. Votre cerveau, il va envoyer l'ordre que si on est en danger, eh bien il faut réagir. Sauf que il a toujours la même manière de réagir, votre cerveau, à la menace. Et cette manière, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est d'envoyer un cocktail biochimique pour échapper au danger. Donc très utile pour fuir, pour se battre si quelqu'un veut vous agresser, pour fuir si il y a un danger et que vous n'avez pas la capacité de vous battre. On prend toujours l'exemple du lion ou du tigre, mais s'il y a un tigre qui arrive, eh bien la meilleure chose à faire, c'est de courir très vite. Donc tout est fait dans votre corps pour avoir une réponse automatique quand il y a un danger ou quand il y a trop de stimuli à traiter. En fait, votre corps, il va réagir de la même manière. Il va percevoir un stress, il va coder le stress comme une menace, et il va réagir de la même manière. Et le problème, c'est que ça nous entretient ce fameux cercle vicieux dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, vous allez vous dire, la logique, c'est que je vais rester dans ma fenêtre de tolérance. Sauf que, même si vous restez dans votre fenêtre de tolérance, et je vous mets pareil un petit schéma pour que vous compreniez mieux, le quotidien fait qu'on fait face à des stimulations, et que, du coup, vous allez très facilement sortir de la fenêtre de tolérance. Donc, quelle est la solution? La solution, c'est de voir comment on peut agrandir sa fenêtre de tolérance pour avoir toujours des ressources à disposition pour pouvoir traiter les informations et pouvoir faire tout ce que notre corps a à faire dans la journée. Et là, peut-être vous allez vous dire, oui, mais moi, mon problème, c'est pas que j'ai trop d'activation ou trop d'énergie, mon problème, c'est le contraire, c'est que j'en ai pas assez, c'est que je suis épuisée. Eh bien, ça vient du fait qu'en fait, dans la fenêtre de tolérance, c'est pareil, je vous mets un schéma, on a deux états. On a l'hyperactivation, on a l'hypoactivation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un système de sécurité en nous qui fait que quand il y a trop d'activation, notre corps coupe. Il appuie sur la pédale de frein brutale parce qu'il y a plus d'énergie, il y a plus de capacité à répondre aux exigences énergétiques liées à cette activation du système de stress, et du coup il va appuyer sur la pédale pour qu'on reste en vie. Et le problème, c'est que le résultat, c'est qu'on se ressent extrêmement fatigué. C'est que on va avoir tendance également, puisque je vous dis tout est lié à avoir un ralentissement psychique et émotionnel, donc on peut se ressentir très triste, très déprimé, sans allant, sans envie de rien faire. Et du coup, on peut également se sentir coupé totalement de toute émotion. Et ça, c'est normal, entre guillemets, c'est pour ça que je vous partage tout ça, c'est pour vous dire que toutes ces choses contre lesquelles on lutte, que ce soit l'anxiété, que ce soit la fatigue, que ce soit le sentiment d'être complètement déprimé au fond du trou, eh bien en fait d'essayer de changer votre façon de voir ces choses-là, au lieu de les voir comme quelque chose qui vous arrive, un problème à résoudre, de les voir comme un indicateur de ce qui est en train de se passer dans votre système nerveux. Et pourquoi c'est important de connaître vos mécanismes de protection? Parce que quand ils vont s'activer, eh bien, quelquefois, quand on vit avec une maladie chronique, on n'a plus vraiment accès à ce qui se passe dans notre corps parce qu'on a tellement pris l'habitude de vivre avec des symptômes, en tout cas des sensations, où on peut même plus identifier le besoin, parce que ça part dans tous les sens. J'ai mal, mais on me dit que j'ai pas de problématique. J'ai tel symptôme, mais on me dit que ça ne correspond à rien, ou qu'il n'y a rien à faire. Du coup, on a appris à ne plus écouter nos sensations. Et justement, dans notre plan, la 4e étape, ça va être d'apprendre à identifier quand on sort de la fenêtre de tolérance. Toujours dans le cadre de cette phase d'observation. Mais, quelquefois, on a du mal à l'identifier, parce que on est toujours, finalement, dans ce sentiment, cette sensation d'être dépassé
par les symptômes, en tout cas dans des sensations contradictoires, et du coup on n'arrive pas à dire oui mais moi je vois pas à quoi ça correspond finalement quand je sors de ma fenêtre de tolérance, parce que je vois pas ce que c'est quand je suis dans ma fenêtre de tolérance. Et identifier ces mécanismes de protection, identifier finalement quand vraiment c'est trop et que je réagis parce que c'est trop, voir comment j'agis, ça va être une porte d'entrée pour essayer de comprendre également, eh bien, quand je sors de ma fenêtre de tolérance, quand je commence à me sentir un petit peu agressée par un bruit, quand je ne suis plus patiente sur tel ou tel aspect, quand, ça peut être quoi ? Quand j'ai tendance à, par exemple, pointer tous les défauts de tous les gens autour de moi parce que vraiment ils m'agacent, parce qu'ils pourraient faire ci pour m'aider, et que en temps normal je suis plus patient. C'est peut-être un indicateur que je sors de ma fenêtre de tolérance. Quand je commence à sentir que j'ai moins envie de faire les choses, que ce que j'aime là, ça me fait pas du tout envie de le faire. Quand je pense à quelque chose que j'adore faire et que là j'ai pas envie de le faire, c'est peut-être un indicateur que je suis en train de sortir de ma fenêtre de tolérance. Et pourquoi c'est important de comprendre quand on sort de sa fenêtre de tolérance? Parce que dans un premier temps, on va essayer de voir comment on peut rester dans sa fenêtre de tolérance, même si elle est toute petite. Parce que le principe, c'est que on ne peut pas changer, en fait très difficilement, en étant en dehors de sa fenêtre de tolérance. Si vous voulez, votre cerveau, il va mettre plein de sécurité en place, et il va vraiment être dans une situation où, eh bien, quand je suis en dehors de ma fenêtre de tolérance, c'est qu'il y a une menace, et s'il y a une menace, la priorité c'est la survie, c'est pas d'apprendre. Donc là, on a beau me apprendre qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, je dis oui, mais la mémoire ne l'encode pas, et je le mets encore moins en pratique. Donc l'idée, ça va être d'être dans votre fenêtre de tolérance. Et donc, vraiment, 4e étape, comment vous pouvez identifier que vous êtes dans votre fenêtre de tolérance. Toujours cette phase d'observation, d'apprendre à reconnaître finalement les marqueurs. Ça peut être des marqueurs somatiques si vous avez pas de difficulté à rentrer dans votre corps, donc par le biais des sensations que vous ressentez, mais ça peut être les émotions aussi, ça peut être les pensées qui vous traversent. Si vous êtes vraiment déconnecté, quelquefois, on remarque qu'on a des modes de pensée, des façons de penser qui, certes, nous ressemblent, qui, certes, sont habituels pour nous, mais qui ne correspondent pas complètement à ce qu'on aimerait être. Et quelquefois, quand on a ces modes de pensée ou des jugements très forts ou, comme je vous dis, des jugements sur les autres, c'est aussi un indicateur qu'on peut être sorti de sa fenêtre de tolérance. Je vous dis aussi parce que, comme je vous ai dit en introduction, c'est différent chez chacun. Et bien sûr, toujours être accompagné pour identifier ça, c'est vraiment important, d'autant plus que, quelquefois, quand on se reconnecte un peu aux sensations, si on le fait trop vite, ça peut être vraiment très déstabilisant. Donc c'est bien d'être accompagné pour bénéficier de la co-régulation de quelqu'un quand on fait ce travail-là. Mais déjà, je peux peut-être vous donner quelques pistes. Bon, je viens d'épuiser ma batterie d'appareil photo, donc je reprends 5 minutes après. J'en étais à comment... Déjà, je peux vous donner quelques petites pistes pour explorer par vous-même ce qu'il se passe en vous quand vous êtes en train de sortir de votre fenêtre de tolérance. Donc déjà, voir comment ça se passe quand je suis en limite de ressources, quand je suis fatiguée ou autre, comment ça se manifeste dans mon corps, quels sont comme je vous disais tout à l'heure, les pensées que je peux avoir, quelles sont les émotions que je peux avoir, est-ce que je me sens dans mon corps tendu, est-ce que je me sens irritée, est-ce que je me sens actif, est-ce que j'ai du mal à rester en place, est-ce que je me sens comme ça, plus contractée, est-ce qu'au contraire je me fige, est-ce que je me sens complètement vidée, j'ai tendance à mettre mes épaules comme ça, à plus en pouvoir et à chercher comme ça du support parce que j'en peux plus. Ou est-ce qu'au contraire, je suis très speed, très énervée et j'ai envie de crier sur tout le monde? Est-ce que je dois m'isoler? Est-ce que j'arrive plus à parler? Est-ce que le moindre mot, est difficile pour moi? En fait, chacun de ces indicateurs sont des indicateurs que vous êtes dans la phase d'hyperactivation ou d'hypoactivation. Vous pouvez aller chercher un petit peu sur internet là-dessus en cherchant Dan Siegel, fenêtre de tolérance, Stéphane Porges, théorie polyvagale, vous aurez déjà des informations. De la même façon, comme je vous disais tout à l'heure, d'identifier vos schémas de pensée, vos schémas de protection, les émotions aussi qui peuvent se manifester, qui vous semble décorrélé de qui vous êtes, c'est-à-dire qui vous semble finalement pas vraiment logique, pas forcément sur le coup, parce qu'on s'en rend pas compte sur le coup, mais par exemple le lendemain, vous vous dites mais pourquoi j'ai réagi de cette manière-là? C'était pas si grave, je comprends pas pourquoi je me suis mis en colère, je comprends pas pourquoi j'ai dit ces choses-là, voilà. Donc ça aussi, ça peut être des indicateurs, voir si y a des récurrences, à quelle occasion. Est-ce qu'il y a des déclencheurs que vous avez déjà repérés, des choses qui à chaque fois vous font sortir de votre fenêtre de tolérance? Parce que ça peut indiquer que, eh bien, cette chose-là,
elle est codée dans votre cerveau comme étant menaçante. Et ça, plus tard, de même, avec un suivi psychothérapeutique, vous pouvez peut-être explorer cette piste-là. L'idée, c'est de repérer s'il y a des patterns, des récurrences, des modèles, des choses qui reviennent souvent, soit quand vous êtes fatigué, soit quand vous vous sentez angoissé, et de voir un petit peu dans quel contexte les choses se font. Toujours le même principe, on est dans ce principe d'observation. C'est-à-dire qu'on prend un cahier, on note, et puis plus tard, en étant accompagné, en étant aidé avec quelqu'un, ou quelquefois par soi-même, quand on est dans la fenêtre de tolérance, on peut relier un petit peu tout ça pour mieux comprendre comment on fonctionne, et surtout pour se dire, c'est ok, c'est normal de ressentir ça, parce que là, mon corps et mon cerveau ont noté ça, ont connoté ça comme étant possiblement menaçant. L'idée, c'est pas d'aller refouiller dans le passé pour comprendre pourquoi c'est menaçant, en tout cas pas tout seul, parce que ça ferait émerger beaucoup trop d'émotions qui sont trop intenses à traiter tant qu'on n'a pas encore reconstruit cette capacité de fenêtre de tolérance. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir déjà mieux vous accepter en fait, et vous dire que c'est ok d'être là où vous en êtes, et c'est ok d'être là dans cet instant présent. Une fois qu'on a passé ces deux premiers principes, c'est-à-dire les connaissances et le fait de s'observer, donc là on a déjà nos 4 premières étapes, on va avoir le troisième principe qui est d'apprendre comment s'auto-réguler. C'est-à-dire d'apprendre les outils de régulation qui fonctionnent sur soi, quelles sont vos ressources qui permettent de revenir dans votre fenêtre de tolérance. Et là, pour vous aider, c'est vraiment de trouver les pratiques qui fonctionnent pour vous, qui, quand ces schémas de protection se mettent en place, vous permettent quand même de vous apaiser, d'avoir un soulagement, de rester présent. Et pour identifier ces ressources, eh bien, on identifie ce qui vous soutient, et on est toujours dans cette idée d'observation déjà dans un premier temps, c'est-à-dire quand j'ai passé des crises, à des moments de crise, qu'est-ce qui m'a aidé à revenir dans ma fenêtre de tolérance? Qu'est-ce que j'ai fait qui a un peu abaissé mon niveau d'activation? C'est toujours ça. Pour identifier vos ressources, vous allez fonctionner comme ça. Vous allez vous dire, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai mis en place qui fait que là, je me sens un petit peu moins tendue. Là, je me sens un tout petit peu plus d'énergie. Là, je sens que c'est plus en mouvement, c'est plus simple que si vous étiez en état d'hypoactivation. Et pour ça, ça va être différent chez chacun, mais on peut avoir des pratiques, tout simplement des pratiques, l'exercice de régulation du système nerveux, tout ce qui est stimulation vagale par exemple, pour certains, ça peut être, pour certains qui ont du mal à se connecter au corps, d'avoir des pensées sécurisantes, c'est-à-dire d'avoir des pensées qui vont vous aider, de vous répéter des mantras, de vous écrire peut-être une lettre, un jour vous êtes bien, de vous écrire une lettre pour quand vous serez pas bien, de la lire à ce moment-là. Ça peut être la présence de quelqu'un, d'un animal de compagnie, ça peut être des exercices de cohérence cardiaque, ça peut être de faire de l'EFT, du tapping, une méditation guidée par exemple, une visualisation. En fait, vraiment, vous testez, mais avec cette idée de vraiment, je le fais avec curiosité, comme un jeu, pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et quand vous trouvez quelque chose qui aide à baisser le niveau d'activation, vous le notez. Vous le notez comme un outil ressource, et la prochaine fois vous irez mal, c'est pas sûr que ça fonctionnera. Mais en tout cas, vous avez quelque chose à essayer. Et l'idée, c'est vraiment de trouver ce qui va baisser ce niveau d'activation, ce qui va vous permettre de retrouver un calme mental, ou en tout cas un apaisement mental, un apaisement de votre physiologie, de lister tout ça, et de ne plus vous retrouver démunis quand c'est trop difficile d'avoir des choses à tester. On va pouvoir apprendre finalement déjà à retrouver ce rythme-là, c'est-à-dire le rythme, comme je vous disais tout à l'heure, d'activation, calme, activation, calme. L'idée, ce n'est pas de toujours être dans cette fenêtre de tolérance, mais en tout cas de pouvoir refaire ça. Ça, c'est déjà quelque chose qui n'est pas forcément simple, et en trouvant quel outil peut vous aider de régulation. Pour certains, d'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas cité, la respiration aide énormément. Eh bien déjà, vous avez de quoi faire cette vague-là de nouveau, ce qui va déjà permettre d'apaiser un peu votre physiologie. Alors attention, l'idée c'est pas de se jeter sur tous les outils, toutes les ressources, au moins de problèmes pour plus ressentir. L'idée c'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas de ne plus vouloir ressentir et de vouloir stopper le symptôme. Parce que si on part de cette idée, eh bien ça fonctionne pas en fait, parce que on est en train de dire, là il faut que je stoppe, c'est-à-dire qu'on est en train de dire à notre mental, là ce que je vis est dangereux, donc vous continuez votre cercle vicieux. L'idée c'est vraiment de se dire, ok, là je suis en train de vivre ça, c'est ok, c'est normal, maintenant comment je peux être avec ça et
construire à côté, faire pousser ma petite graine de je souffle, c'est ok, je résiste pas, mais je me soutiens. Et je sais que ça paraît très très ténu, j'allais dire, c'est pas un gros changement, mais je vous jure que ça fait une différence d'être dans une intention différente. Donc vraiment, comme d'habitude je le répète, l'idéal c'est de le faire en se faisant accompagner et aider par quelqu'un d'autre. Quelquefois on veut aller trop vite et on veut tester plein de choses pour aller mieux et en fait on n'a pas la capacité dans notre système nerveux de le supporter parce que notre fenêtre de tolérance est trop réduite. Et en fait même si on essaye des choses qui vont nous aider, ça va tout de suite augmenter le niveau d'activation tellement fort que ça va nous faire cracher et on va être tout de suite très mal et on va se dire bah, le problème c'est l'outil alors que les problèmes c'est juste qu'on n'a pas pris le temps d'agrandir petit à petit notre fenêtre de tolérance et pour l'agrandir, il faut déjà apprendre à y revenir quand on sent qu'on en sort. C'est un petit peu, si vous voulez, comme si vous achetiez une vieille maison qui a un vieux circuit électrique et que vous arriviez avec tous vos... donc pas beaucoup de capacité pour processer une grosse charge et que vous arriviez avec tous vos appareils électriques récents. Ben, en fait, ça va complètement disjoncter et le problème, c'est pas l'appareil. Le problème, c'est bien la capacité du circuit à distribuer et à tolérer toute cette surcharge. Et bien c'est un peu ce qui se passe avec vous, c'est-à-dire que petit à petit, il va falloir augmenter cette capacité, remettre à jour ce circuit électrique. Le quatrième grand principe, ça va être du coup, ensuite, une fois que vous avez retrouvé un peu plus ce rythme, d'agrandir votre fenêtre de tolérance, c'est-à-dire d'apprendre à pouvoir être avec ce qui est inconfortable sans forcément y surréagir. Pour faire cela, on a encore quelques étapes. Étape 1 de ce principe numéro 4, ça va être de changer votre relation aux symptômes. Parce que pour agrandir votre fenêtre de tolérance, il va falloir amener votre neurologie à arrêter de réagir aux symptômes comme étant des menaces. Pour cela, il va falloir casser l'allégeance émotionnelle que vous avez à vos sensations et à vos pensées. Qu'est-ce que ça veut dire casser l'allégeance émotionnelle? Selon moi, ça veut dire vraiment vous défusionner de vos pensées et de vos sensations, de ne plus les laisser corréler avec cette activation automatique. C'est-à-dire que je sens une sensation, automatiquement, c'est câblé dans ma tête que ça va activer cette émotion et automatiquement, ça va activer cette pensée. Et bien en fait, on va essayer de casser ce gros nœud-là. Comment on le casse? Eh bien tout simplement, au moment où il y a cette sensation qui arrive, et on le sent même pas, c'est automatique, l'émotion se présente, et la pensée, on va autoriser tout ça à se présenter. On va l'autoriser et deuxième chose, on va reconnaître que ce n'est pas nous, que c'est un schéma automatique qui s'active. Et même si ça peut être très fort et très intense, de reconnaître que c'est une habitude de notre cerveau qui a relié ces trois choses-là, mais que pour autant ce n'est pas une menace. Et plus vous arriverez à être avec ça tout en ressentant de la sécurité en vous, même s'il y a une grosse tempête, plus toutes ces choses-là qui sont agrippées en vous les unes aux autres vont se diffusionner et vous pourrez ressentir les symptômes en ayant d'autres pensées et en ayant d'autres émotions. Pareil, comment ressentir la sécurité vraiment? Allez vous faire accompagner, parce que ce qui fait qu'on ne se sent pas en sécurité, même si vous avez l'impression que c'est que les symptômes, c'est aussi dû à plein d'autres choses que vous avez vécues dans le passé, et quelquefois il est nécessaire de se faire accompagner pour pouvoir résoudre tout ça, pour pouvoir aider à défusionner tout ça. En tout cas, moi la piste que je peux vous donner et qui est en votre pouvoir tout de suite pour agir, c'est vraiment de vous reconnecter à vous et de retrouver qui vous êtes derrière toutes ces personnalités finalement de protection. J'allais dire ce faux soi, tout ce qui s'est créé autour de soi pour nous protéger de la maladie. Vraiment, c'est primordial, c'est de plus confondre avec ces symptômes, avec la maladie ou avec les pensées qui vous traversent. C'est de pouvoir vous dire que tout ça, c'est des manières de réagir automatiques qu'a utilisé votre cerveau et qu'a appris votre cerveau pour vous protéger, mais que ce n'est pas vous. Comment on fait ça? Comment on retrouve son identité ou comment on la construit si on n'a jamais été amené à pouvoir exprimer vraiment qui on était? Alors, vous n'allez pas forcément avoir de réponse tout de suite, mais pour vous aider, partir sur les valeurs. Qu'est-ce que j'aime? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je valorise dans la vie? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, dans ma journée, j'ai l'impression que c'est une journée qui valait le coup d'être vécue? Peut-être que vous, ce que vous pensez vous paraît logique, mais en fait, nous sommes tous différents. Et vraiment de voir quelles sont vos vraies valeurs. C'est-à-dire quelque chose qui va émerger de vous profondément, qui vous nourrit profondément, qui est vraiment
lié à qui vous êtes au plus profond de vous, parce que c'est cette partie-là qui va vraiment vous nourrir, créer des ressources et permettre de se détacher de cette identité de protection et de pouvoir mieux réagir et faire plus d'espace quand vous êtes dans une situation difficile et du coup, comme je vous disais, de défusionner d'avec la maladie, d'avec les symptômes, d'avec les sensations, d'avec les schémas automatiques. L'idée, le grand principe, c'est vraiment de pouvoir se voir derrière toutes vos couches de protection, de pouvoir vous voir de nouveau. Et ça, c'est compliqué, parce que quand on vit avec une maladie chronique, et bien du coup, comme on est toujours en dehors de cette fenêtre de tolérance, et bien l'objectif, en fait, c'est surtout la survie, et l'objectif, c'est de répondre à la menace. C'est pas de croître, c'est pas d'être bien, c'est pas d'être épanoui dans la vie, ça, le cerveau s'en fiche. Donc en fait, il va vous empêcher d'accéder à tout ça. Mais en accédant de nouveau à tout ça, vous allez pouvoir finalement recréer un espace sécuritaire où cette petite graine, elle pourra grandir et qui pourra vraiment vous aider énormément quand vous vivez des moments difficiles. Vraiment, je sais que tout de suite, c'est compliqué d'imaginer que je peux me connecter à mes valeurs et que du coup, ma vie peut avoir un sens parce qu'on se dit, mes valeurs, je ne peux pas les vivre tout de suite parce que peut-être vous avez des limitations, mais l'idée c'est vraiment de se dire finalement si cette épreuve elle devait avoir un sens, si cette maladie devait avoir un sens, c'est pas le sens, il y aurait pas un sens fondamental, mais quel sens moi je peux lui donner, quel sens moi je peux lui trouver, comment ce que je vis me transforme et en quoi je peux aller plus vers qui je suis en profondeur, vers qui je suis vraiment et agir de cette manière-là. Parce qu'en retrouvant cette personne-là que vous êtes, ça va vraiment vous donner un centre, une présence, quelque chose d'ancré qui va vous permettre, finalement, de travailler à agrandir cette fenêtre de tolérance, de travailler à être présent même quand c'est difficile, de regagner en souplesse et en flexibilité. Et j'en viens à la dernière étape de mon plan d'action, qui est ce dernier principe. Selon moi, le principe numéro 5 qui est vraiment important, c'est que pour retrouver son pouvoir d'agir, il faut vraiment se confronter à ces moments difficiles, tout en ayant de la bienveillance, de la patience, du soutien envers soi-même, et prendre surtout des décisions différentes qui sont prises à partir de nous. Non pas à partir de la maladie, de choix liés à la maladie, mais de choix qui sont justes pour nous dans l'instant. Donc d'où l'importance de se reconnecter à soi au préalable, et d'où l'importance de se faire accompagner pour le faire. Comment on fait pour agrandir cette fenêtre de tolérance ? Eh bien on fait ce qu'on a tendance à pas vouloir faire, ce que notre cerveau a tendance à nous dire c'est dangereux, faut pas aller là, mais en fait on va travailler au bord de cette fenêtre de tolérance pour pouvoir continuer à agir même quand c'est difficile. Alors l'idée, c'est vraiment pas de se pousser, c'est vraiment pas de se forcer à faire des choses, c'est vraiment pas de ne pas s'écouter, je pense que vous me connaissez, mais c'est d'essayer de voir, de faire la différence en tout cas entre quand ce que je vis est complètement débilitant et invalidant, et dans ce cas-là, il faut que je me repose, parce que quelquefois la difficulté c'est qu'on n'arrive plus à se connecter avec son corps, à savoir de quoi il a besoin, et ce qui est déconcertant, ce qui est désagréable, ce qui est inconfortable, mais où je peux encore agir, et dans ce cas-là, d'agir en fonction de vos valeurs. Parce qu'en agissant en fonction de vos valeurs et de ce qui compte pour vous, ça donne le signal à votre cerveau, à votre corps que vous êtes en sécurité. Et en donnant ce signal-là, en fait, vous allez réengager une branche de votre système nerveux, qui est la branche vagale ventrale, qui va faire que petit à petit, toute l'activation qui va être mise dans votre corps par le fait de vous mettre en action, par exemple, va pouvoir être modulée par ce frein-là. Alors, c'est très ténu, c'est pas forcément simple dans un premier temps de faire la différence entre ce qui est possible, inconfortable, mais qui n'est pas problématique et qui ne va pas m'aggraver, et ce qui est finalement ce qui va être débilitant. Mais en fait, pour pouvoir vraiment recabler votre cerveau et agrandir votre fenêtre de tolérance, il faut que vous mettiez des petits défis finalement à votre système nerveux. Il faut que petit à petit, vous avanciez en testant de nouvelles choses pour montrer à votre corps que ça c'est sécure. Et pour faire ça, rien de mieux que de se créer une liste de ses valeurs, une liste de ce qu'on a envie de faire, une liste de ce qui se compte pour nous, et de le faire petit à petit, tout en, à chaque fois qu'on fait quelque chose, se donner finalement moi j'ai l'image là qui me vient d'une alarme qu'on mettrait sur son téléphone pour toutes les 15 minutes l'alarme sonne, on prend un moment, on s'assoit, on respire et on voit si c'est toujours ok de faire ça ou si c'est trop pour nous, parce que quelquefois c'est la problématique, c'est que quand on est
dans quelque chose qu'on aime, eh bien on va, sans s'en rendre compte, se forcer parce qu'on n'est plus connecté à ce qui est en train de se passer en soi, on est distrait par ce qu'on fait et qui nous provoque peut-être beaucoup de joie, mais beaucoup de joie ça peut être aussi beaucoup d'activation et ça peut nous faire déborder de notre fenêtre de tolérance très fort et du coup après on va cracher et c'est pas forcément la bonne... c'est pas du tout ce qu'on recherche et c'est pas là où on va apprendre. L'idée c'est de rester pas loin de notre fenêtre de tolérance, de pouvoir repérer quand on commence à en sortir par tous les petits signes qu'on a identifiés avant et de prendre un moment pour respirer, pour se calmer, pour s'aider et pour revenir dans sa fenêtre de tolérance, retrouver des ressources et voir si c'est toujours ok de continuer ou si à ce moment-là il faut s'arrêter. Parce que c'est là que vous allez pouvoir faire pousser vos petites graines qui vont vous aider, ces petites graines de la compassion, du soutien, de l'amour de soi, de l'adaptabilité, de la curiosité. C'est là où vous allez pouvoir faire pousser ces petites graines qui vont finalement se transformer en ressources au quotidien, en ressources pour agrandir cette fenêtre de tolérance et pour petit à petit pouvoir faire de plus en plus de choses. Ça ne veut pas dire, et je le répète, que vos symptômes vont s'arrêter, ça veut juste dire que vous allez mieux vivre avec les symptômes et que du coup, vivant mieux avec les symptômes, ce que vous allez faire n'aura pas forcément de conséquences délétères pour votre santé. Parce que c'est la grosse peur quand on vit avec une maladie chronique, c'est que tout ce que je vais faire, est-ce que ça va pas m'aggraver finalement? Si là je fais cette activité qui me fait du bien, eh bien derrière je vais le payer pendant 3 jours. Eh bien en fait, de repartir dans cette idée de je vais construire et je vais partir de moi et je vais agrandir ma fenêtre de tolérance et je vais apprendre comment mieux réguler mon système nerveux, comment mieux réguler mon système émotionnel, eh bien en acquérant ces compétences, vous allez voir que finalement quand vous faites des choses petit à petit, même si c'est vraiment petit à petit, parce que souvent on va essayer de voir en quoi ça nous est utile, en quoi ça fonctionne avec des résultats directs sur nos symptômes. En fait, c'est jamais directement sur les symptômes, sur l'allègement des symptômes, enfin rarement. Souvent, c'est plus sur le niveau émotionnel. Comment je me sens? Est-ce que je me sens avec un peu plus d'espace en moi? Est-ce que je ressens plus souvent de la joie? Est-ce que je ressens plus de la patience, là où d'habitude je m'énervais? Et est-ce que petit à petit, en effet, je peux faire un petit peu plus de choses? Souvent, la difficulté, c'est qu'on va essayer de se comparer à tout ce qu'on faisait avant. On va se dire, oui, mais je peux toujours pas travailler, oui, mais je peux toujours pas faire ça, oui, mais je peux toujours pas faire ça. Sauf qu'à côté de ça, on n'a pas vu qu'il y a plein de petites choses qu'on est en train de construire et qu'on arrive à faire petit à petit. Parce que c'est vraiment petit à petit. Et déjà, pouvoir apprendre comme ça des compétences pour mieux réguler son système nerveux, pour augmenter sa fenêtre de tolérance, vraiment, ça veut pas dire qu'on n'aura plus de crise, mais ça veut dire qu'on pourra plus rapidement y faire face et que du coup on en sortira plus rapidement. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur ce grand plan d'action et sur ces grands principes. J'espère vraiment que ça vous a été utile. Je ne sais pas si vous pourrez écrire en commentaire du coup, puisque c'est la première fois que je poste sous ce format. N'hésitez pas à me le dire. Ou si vous voulez que je précise un point plus qu'un autre, n'hésitez pas à m'en faire un retour. Je vous ferai peut-être des petites vidéos, soit sur Instagram, soit sur des vidéos YouTube sur le sujet. Maintenant, donnez quelques pistes dans les moments difficiles. Parce que là, tout ce que je vous dis, c'est des choses qu'on met en place en dehors vraiment des grosses périodes de crise. C'est-à-dire que si vous avez une activation qui est extrêmement forte, si vous êtes vraiment cloué au lit avec des symptômes débilitants que vous ne pouvez pas bouger, ça ne sert à rien d'essayer de changer, de mettre quoi que ce soit en place, c'est pas le moment. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous soutenir, respirer, essayer de trouver comment mieux réguler votre système nerveux pour passer ce moment difficile. Tout ce que je vous ai dit, c'est plus un plan d'action sur le long terme. Maintenant, sur le court terme, quand c'est trop difficile, quand on a une très très forte activation, et que c'est trop compliqué dans le moment, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si vous êtes vraiment très loin du bord de votre fenêtre de tolérance, la première chose, c'est vraiment d'appuyer sur le bouton pause et de prendre un moment pour respirer. Prendre un moment pour vous accepter là où vous en êtes tout de suite. Je sais, c'est pas ce que vous avez envie de faire, on n'a pas du tout envie de s'accepter dans ces moments-là, mais c'est de vraiment pouvoir vous dire, ok, c'est ok d'être là. Peut-être vous n'arriverez pas à dire je suis en sécurité parce que ça paraît très insécure. Si vous y arrivez, c'est l'idéal. Mais de vous dire c'est ok d'être là pour envoyer le signal que là c'est désagréable mais vous n'êtes pas menacé. C'est vraiment d'accepter ces émotions difficiles qui vous traversent, de pas y résister pour ne pas aggraver encore plus tout ça. C'est important de faire de l'espace aux émotions qui vont émerger, de pas rester enfermé dedans, c'est-à-dire l'idée c'est pas de vous dire je vais pleurer toute la journée et je vais rien faire parce que c'est trop dur. Après, on a besoin de journées comme ça. Hein. Mais là, c'est vraiment, si c'est récurrent et que tous les jours sont comme ça, l'idée, c'est pas de rester là-dedans. Hein. Vraiment, allez consulter. Maintenant, vous pouvez consulter directement de votre lit des psychothérapeutes en visio.
allez consulter, restez pas face à autant de difficultés. C'est important de faire de l'espace à ces émotions. Et c'est important aussi de vous rappeler que de pas vous accrocher trop à ces émotions. C'est-à-dire qu'il faut trouver le bon temps entre « Ok, je les autorise, elles sont là, je me laisse traverser, mais je reviens à qui je suis. » Parce que, comme je vous disais, en fait, quand il va se passer quelque chose, ça va agir comme un espèce de déclencheur. Les symptômes, ça fait peut-être tellement de fois que vous ressentez ça que votre mémoire a encodé énormément de souvenirs liés à ce moment difficile et de souvenirs qui peuvent être quelquefois traumatiques et qui peuvent être quelquefois des souvenirs qui disent que c'est vraiment très menaçant et du coup va y avoir plein d'autres choses qui vont se greffer dessus. En fait, dès que le symptôme va se présenter, votre mémoire elle est faite de telle façon que ça va aller chercher tous les souvenirs en lien avec ça et hop, tout de suite l'info menace arrive avec toutes les informations de tous les souvenirs de comment ça s'est passé la dernière fois et en fait là, qu'est-ce que ça fait? Ça active tous vos mécanismes de protection. En fait, l'important de faire une pause, c'est de reconnaître que là, tout de suite, cette situation, elle est peut-être différente des situations que vous avez vécues d'habitude. C'est-à-dire de prendre la décision, consciemment, de vous dire « Ok, je suis là, c'est ok, j'accepte, mais je ne pars pas dans tout le narratif qui va se greffer, tout ce cercle vicieux, à me raconter des histoires, à me dire que là c'est telle situation, comme vous pourrez faire avec votre enfant s'il va pas bien, d'être là pour vous, d'être présent, de pas forcément rentrer dans l'histoire parce que vous savez que la problématique c'est pas l'histoire, c'est l'émotion que vous ressentez, et de vous faire ressentir que malgré la tempête, vous êtes là pour vous, vous êtes en sécurité comme un parent protecteur. Et d'où l'importance, comme je vous ai dit tout à l'heure, de vraiment construire ce parent protecteur, de construire cet adulte en vous qui est capable de gérer ce qui est en train de se passer. Pour cela, vraiment, rappelez-vous que à chaque fois en fait que vous allez vivre cette tempête et que vous allez réussir à pas rentrer dans l'histoire, à juste être présent avec vous, eh bien même si vous avez l'impression de rien faire, vous faites quelque chose déjà d'extraordinaire. Parce que vous apprenez à votre cerveau petit à petit à se câbler différemment et à s'activer différemment quand les symptômes sont trop forts. Et en faisant ça, en approchant finalement les choses avec plus une certaine curiosité, une volonté finalement d'expérimenter les choses, vous allez gagner en souplesse. Et à chaque fois, ça va vous permettre de gagner en résilience. Donc même les moments de crise peuvent vous permettre de vous aider à gagner en résilience. Même si vous avez l'impression qu'ils ne servent à rien, dites-vous que ça vous sert à apprendre à gagner en résilience dans ces moments-là. Deuxième chose, vous rappelez que ça fluctue, que rien n'est figé. Votre mémoire, votre cerveau va vous lancer des idées catastrophiques. Et c'est normal parce que vous n'arrivez pas à contrôler, vous n'arrivez pas à vous apaiser, c'est angoissant. Mais rappelez-vous que vous êtes déjà passé par là, que vous en êtes sorti, que même si vous vous sentez pas bien au quotidien, il y a des moments où c'est sûrement plus léger. Et rappelez-vous que ça va s'apaiser quand vous êtes au cœur de la crise. Troisième chose, pour ressentir la sécurité, si vous n'avez pas accès à vos ressources internes parce que c'est trop fort et que vous ne réussissez pas à rentrer dans votre fenêtre de tolérance, eh bien, comme vous l'aviez fait tout à l'heure, faire la liste des ressources externes. C'est-à-dire une liste que vous avez à portée de main, vous pouvez relire pour voir qu'est-ce qui vous permet de vous aider, de vous regagner en sécurité dans ces moments-là. Est-ce que c'est un ami, d'appeler un ami? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut vous soutenir? Est-ce que c'est de faire de la respiration? Est-ce que c'est de la méditation? Est-ce que c'est si vous êtes encore en capacité d'aller marcher dans la nature? Est-ce que c'est de lire une lettre ou d'envoyer un mail à quelqu'un? Je sais pas. Faites la liste de toutes vos ressources, de tout ce qui vous aide. Et vraiment, faut qu'elle soit pas loin de vous parce que quand vous êtes dans la crise, vous n'aurez plus d'idée de ce qui peut vous aider. Votre cerveau va vous dire que c'est catastrophique et qu'il n'y a rien à faire. Donc vous prenez cette liste, vous respirez, vous la lisez, vous voyez ce qui résonne et vous essayez de faire ce qui résonne pour vous apaiser, pour vous faire du bien. De même, quatrième chose, si vous avez réussi à identifier les états que vous avez d'hyper ou d'hypoactivation, de vous faire une liste de qu'est-ce qui m'aide quand je suis en hyperactivation à re-rentrer, à apaiser et à re-rentrer dans ma fenêtre de tolérance. Qu'est-ce qui m'aide quand je suis en hypoactivation, c'est-à-dire fatiguée, épuisée, à me remettre un petit peu d'énergie. Donc dans un sens, qu'est-ce qui m'aide à me calmer et qu'est-ce qui m'aide à me mobiliser ou à regagner en énergie. Même façon tout à l'heure, on fait une liste et quand vous êtes pas bien, l'idée c'est pas de tester tout de suite, c'est déjà de la lire et de voir qu'est-ce qui résonne. Et vous verrez quelquefois il y a des choses où vous dites « Ah oui, ça, je pense que je peux le faire là tout de suite ». Je pense que ça c'est quelque chose qui est encore en capacité que je fasse et vous testez, vous voyez. Cinquième chose, si vous êtes vraiment en repos forcé, que vous pouvez vraiment rien faire,
eh bien, vous êtes obligé de vous reposer toute la journée, changez votre état d'esprit face à celui-ci. C'est-à-dire, au lieu de vous dire, bah mince, je peux rien faire, je suis limitée, puis j'avais prévu ça, et puis c'est vraiment une catastrophe, enfin, toutes ces choses qui vont nous faire rentrer dans le narratif, le fait de résister, vous dire, bah si j'étais pas malade, si là c'était une journée vraiment off, où je m'octroyais du repos, un temps pour moi, qu'est-ce que je ferais? Alors peut-être que ce que vous feriez n'est pas accessible tout de suite, mais peut-être que vous allez avoir des idées de vous dire oui, bah ça peut-être je peux lire, ça c'est encore accessible pour moi. Peut-être je peux aller me faire une tisane, me mettre dehors au soleil sur un transat. D'ailleurs la tisane et le transat c'est pas du tout un bon exemple, mais bon vous voyez ce que je veux dire. L'idée c'est d'essayer de trouver des idées de choses qui peuvent vous apaiser sans être une stratégie d'évitement, d'être vraiment une stratégie qui vous permet d'être là dans ce moment difficile. Parce que vraiment, et c'est primordial, et je le répète et je l'ai répété dans cette vidéo, mais je le répète dans plein de mes contenus, ce qui est important c'est pas ce que vous faites, mais c'est comment vous le faites. En fait, ce qui va donner l'information à votre système nerveux de ok, est-ce que j'y réagis, est-ce que c'est une menace, est-ce que j'envoie toute la cavalerie d'hormones, ou est-ce que c'est ok, je peux appuyer sur le frein et je peux me détendre, c'est vraiment comment je fais les choses. Est-ce que c'est quelque chose que je fais en sécurité ou est-ce que c'est quelque chose que je fais alors que je sens une peur, une menace et pour me rassurer. Le souci c'est quand on part de la peur, de la menace et qu'on cherche absolument à se rassurer, se soulager, ce qui est encore une fois humain, on risque d'activer de toute façon cette physiologie du stress dans tout ce qu'on va mettre en place puisque on va chercher à contrôler ce qui nous fait souffrir. Alors que si on part de l'idée de quelque chose qui va nous soutenir, de quelque chose qui nous fait du bien, on peut créer un petit peu plus d'espace et dans cet espace on peut être amené à réagir différemment à ce qui nous arrive. Le principe, toujours, c'est d'y aller en douceur. C'est pas je reprends pour la dernière fois cet exemple de la petite pousse, c'est pas d'exposer trop vite cette petite pousse pour qu'elle grandisse très très vite et de la mettre tout de suite dehors, et du coup, elle va avoir beaucoup de vent, de la pluie, puis elle va pas résister parce qu'elle est pas assez forte. C'est vraiment prendre le temps de construire tout ça progressivement en alternant toujours des moments actifs et de repos, finalement en remettant ce rythme de la régulation de vos systèmes nerveux. De pas se dire j'ai beaucoup d'énergie et je fais plein de choses aujourd'hui parce qu'après ça va faire ça et vous serez en dehors de votre fenêtre de tolérance, mais vraiment de vous dire ok, bon là j'ai fait ça, maintenant je respire, je prends un moment et je me prends un temps de pause et par quoi ça passe, et surtout de vérifier que le moment de pause c'est vraiment un moment de repos, vous vous sentez en sécurité, pas un moment contraint. Donc en conclusion de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, il est important de changer votre focale, votre manière de voir les choses, la façon dont vous voyez les choses, et de vous rappeler votre objectif. Votre objectif, c'est pas de prendre le contrôle sur vos symptômes, et c'est pas comme ça que vous allez mesurer vos résultats, les résultats de ce que vous mettez en place à court terme en tout cas. C'est vraiment de cibler cette détresse émotionnelle que vous pouvez ressentir et d'apprendre à mieux réguler vos émotions, ou à pouvoir vous reconnecter à vos émotions si vous êtes dans une situation d'hypoactivation où vous êtes complètement dissocié de vos émotions. Votre objectif, c'est pas le symptôme, c'est vraiment d'augmenter votre fenêtre de tolérance. Et c'était l'objectif de ce plan d'action que je vous ai partagé. C'est de trouver comment se sentir en sécurité malgré ce qui est difficile. C'est vraiment le cœur de ce qui va vous aider au quotidien à traverser ce que vous traversez avec la maladie. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bien prendre soin de vous et surtout d'apprendre à devenir votre meilleur soutien. À bientôt, au revoir.